L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une jeune riche a aidé un SDF avec des intentions secondaires, jusqu'à découvrir qui il était réellement. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Les rues de Paris étaient baignées dans la lueur dorée du crépuscule d'automne. Les feuilles mortes dansaient dans l'air frais, portées par une brise légère qui faisait frissonner les passants pressés de rentrer chez eux. Parmi eux, une jeune femme se démarquait par son allure élégante et son pas assuré. Élodie Deschamps, héritière d'une fortune colossale, marchait d'un pas vif sur les pavés de la rue de Rivoli. Ses longs cheveux auburn flottaient derrière elle, et son manteau de cachemire beige ondulait à chacun de ses mouvements. Elle venait de quitter une réunion d'affaires et son esprit était encore occupé par les chiffres et les stratégies discutées. Soudain, un mouvement attira son attention. Dans l'ombre d'une ruelle adjacente, une silhouette se recroquevillait contre un mur. Élodie s'arrêta net, son cœur manquant un battement. Elle plissa les yeux, essayant de discerner les détails dans la pénombre grandissante. « Monsieur » appela-t-elle doucement, faisant un pas hésitant vers la ruelle. « Est-ce que tout va bien ?» Un grognement sourd lui répondit, suivi d'un mouvement brusque. La silhouette se redressa lentement, révélant un homme grand et mince, aux vêtements usés et sales. Son visage était partiellement caché par une barbe hirsute, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui fit frissonner Élodie. « Partez » murmura l'homme d'une voix rauque. « Vous ne devriez pas être ici. » Élodie hésita. Toute son éducation, toute sa vie privilégiée lui criait de faire demi-tour, de retourner dans le confort et la sécurité de son monde. Mais quelque chose dans le regard de cet homme la retenait. « Je veux vous aider » dit-elle fermement, faisant un autre pas en avant. « Comment vous appelez-vous » L'homme la fixa pendant ce qui sembla être une éternité, son regard passant de la méfiance à la confusion, puis à une sorte de résignation fatiguée. « Je ne sais pas » admit-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne me souviens pas. » Ces mots frappèrent Élodie comme un coup de poing. Elle s'approcha encore, ignorant l'odeur âcre qui émanait de l'homme. « Vous ne vous souvenez pas de votre nom » demanda-t-elle doucement. L'homme secoua la tête, un éclair de douleur traversant son visage. « Je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé il y a, je ne sais pas combien de temps. Dans cette ruelle. Ma tête me faisait mal, et je... » Sa voix se brisa, et il détourna le regard, visiblement bouleversé. Élodie sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle tendit la main et toucha doucement le bras de l'homme. « Je vais vous aider » dit-elle avec une conviction qui la surprit elle-même. « Attendez ici, je reviens tout de suite. » Ignorant le regard incrédule de l'homme, Élodie se précipita hors de la ruelle. Elle courut presque jusqu'à la boutique la plus proche, achetant de la nourriture, des vêtements propres et une couverture chaude. Quand elle revint, à bout de souffle, elle eut peur pendant un instant que l'homme ait disparu. Mais non, il était toujours là, appuyé contre le mur, ses yeux suivant chacun de ses mouvements avec une intensité déconcertante. « Tenez » dit-elle, lui tendant les sacs. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait vous aider pour ce soir. » L'homme regarda les sacs, puis Élodie, une expression indéchiffrable sur le visage. Lentement, comme s'il craignait qu'elle ne change d'avis, il tendit la main et prit les sacs. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Élodie sourit doucement. « Parce que tout le monde mérite une chance. Et parce que, je ne sais pas. Quelque chose me dit que je dois vous aider. » Un long silence s'installa entre eux, chargé d'une tension palpable. Finalement, l'homme hocha la tête. « Merci » dit-il, sa voix à peine audible. Élodie hésita un instant, puis prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. « Venez avec moi » dit-elle. « J'ai un appartement pas loin d'ici. Vous pourrez vous laver, manger un vrai repas, et dormir dans un vrai lit. Demain, nous essaierons de comprendre ce qui vous est arrivé. » L'homme la regarda comme si elle venait de lui proposer la lune. « Vous ne me connaissez même pas. Je pourrais être dangereux. » Élodie rit doucement. « Si vous étiez vraiment dangereux, vous n'auriez pas dit ça. Alors, vous venez ?» Après un long moment d'hésitation, l'homme acquiesça lentement. Alors qu'ils sortaient de la ruelle ensemble, Élodie sentit un frisson d'excitation et d'appréhension parcourir son échine. Elle ne savait pas encore dans quelle aventure elle s'embarquait,
mais son instinct lui disait que sa vie ne serait plus jamais la même. Au fait, dit-elle alors qu'ils marchaient côte à côte dans la rue illuminée, il faut bien que je vous appelle quelque chose. Que diriez-vous de Matisse? L'homme, Matisse, la regarda du coin de l'œil, un fantôme de sourire jouant sur ses lèvres. Matisse, répéta-t-il, comme s'il essayait le nom. Ça me va. Et ainsi commença l'histoire extraordinaire d'Élodie et Matisse, une histoire qui allait secouer Paris jusqu'à ses fondations et révéler des secrets enfouis depuis longtemps dans les ombres de la ville lumière. Les jours qui suivirent la rencontre improbable d'Élodie et Matisse furent remplis d'une tension palpable et d'une curiosité grandissante. L'appartement spacieux d'Élodie, situé dans le prestigieux 16e arrondissement de Paris, devint le théâtre d'une étrange cohabitation entre l'héritière et l'homme sans passé. Matisse, fraîchement rasé et vêtu de vêtements propres, semblait mal à l'aise dans ce nouvel environnement luxueux. Ses yeux, d'un bleu profond, scrutaient constamment la pièce comme s'ils cherchaient une menace invisible. Élodie, quant à elle, oscillait entre compassion et prudence, fascinée par le mystère qui entourait son invité inattendu. Un matin, alors que le soleil parisien filtrait à travers les rideaux de soie, Élodie trouva Matisse debout devant la fenêtre, le regard perdu dans le vide. « Matisse » appela-t-elle doucement. « Vous avez bien dormi ?» Il se tourna vers elle, ses traits tirés trahissant une nuit agitée. « J'ai fait des rêves » murmura-t-il. « Des fragments, des visages, mais rien de concret. C'est comme si mon passé me narguait, juste hors de portée. » Élodie s'approcha, posant une main réconfortante sur son bras. « Ne vous découragez pas. Nous allons trouver des réponses. J'ai engagé le meilleur détective privé de Paris, Monsieur Lefort. Il arrive ce matin pour commencer l'enquête. » Matisse hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Élodie. Je ne sais pas comment je pourrai un jour vous rembourser pour tout ce que vous faites. »« Ne pensez pas à ça, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Concentrons-nous sur la récupération de vos souvenirs. » L'arrivée de Monsieur Lefort, un homme trapu aux yeux perçants, marqua le début d'une enquête qui allait s'avérer aussi frustrante que dangereuse. Pendant des semaines, le détective fouilla dans les dossiers de personnes disparues, interrogea des témoins potentiels et suivit la moindre piste, aussi ténue soit-elle. Pendant ce temps, Élodie et Matisse développèrent une routine étrange mais confortable. Les matins étaient consacrés aux séances avec un hypnothérapeute, dans l'espoir de débloquer les souvenirs enfouis de Matisse. Les après-midi, ils exploraient Paris, Élodie montrant à Matisse les merveilles de la ville, espérant qu'un lieu ou un monument pourrait déclencher un souvenir. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, Matisse s'arrêta brusquement, son visage pâlissant sous la lueur des réverbères. « Matisse » s'inquiéta Élodie. « Qu'y a-t-il » Il serra les poings, les yeux fermés, luttant visiblement contre une vague de souvenirs. « Je vois un bateau » murmura-t-il. « Un grand bateau blanc. Et, du sang. Tellement de sang. » Élodie frissonna, partagée entre l'excitation d'un progrès et l'appréhension face à la nature violente du souvenir. « C'est un bon début, Matisse. Essayez de vous concentrer. Pouvez-vous voir autre chose ?» Matisse secoua la tête, frustré. « C'est parti. Comme toujours. Juste des bribes qui s'évanouissent dès que j'essaie de les saisir. » Cette nuit-là, alors qu'Élodie se préparait à dormir, elle entendit des cris provenant de la chambre d'amis. Elle se précipita pour trouver Matisse en plein cauchemar, se débattant contre des ennemis invisibles. « Matisse ! Réveillez-vous » cria-t-elle, le secouant doucement. Il se réveilla en sursaut, haletant, ses yeux wild et désorientés. « Élodie » murmura-t-il, la reconnaissant lentement. « Je suis désolé. J'ai vu des hommes. Ils me poursuivaient. Je courais sur un pont, et puis... » Élodie s'assit au bord du lit, prenant ses mains dans les siennes. « Ce n'est rien, Matisse. Vous êtes en sécurité ici. » Il la regarda, ses yeux brillant d'une émotion indéfinissable dans la pénombre. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi, Élodie ? Vous ne me connaissez même pas. Je pourrais être n'importe qui. » Elle sourit doucement. « Je ne sais pas. Peut-être que c'est de la folie. Mais je sens que vous êtes quelqu'un de bien, Matisse. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Et si je peux vous aider à retrouver qui vous êtes, alors ça en vaut la peine. » Un silence chargé s'installa entre eux, rempli de non-dits et d'émotions naissantes. Finalement, Matisse serra doucement ses mains. « Merci » murmura-t-il simplement.
Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. L'enquête de Monsieur Lefort semblait piétiner, chaque piste prometteuse se terminant en impasse. La frustration grandissait, mais aussi le lien entre Élodie et Mathis. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de l'appartement, surplombant les toits de Paris, Élodie remarqua que Mathis la regardait d'une manière différente. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, intriguée. Mathis hésita, jouant nerveusement avec son verre de vin. Élodie, je ne sais toujours pas qui je suis. Mais je sais qui je suis devenu ces derniers mois. Et c'est grâce à vous. Le cœur d'Élodie s'accéléra. Mathis. Non, laissez-moi finir, interrompit-il doucement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si je retrouverai un jour ma mémoire. Mais je sais une chose avec certitude, je suis tombé amoureux de vous. Le temps sembla s'arrêter. Les bruits de la ville en contrebas s'estompèrent, laissant place à un silence chargé d'émotions. Élodie sentit des larmes monter à ses yeux. Mathis, Elle prit une profonde inspiration. J'ai essayé de lutter contre mes sentiments. J'ai pensé que c'était inapproprié, étant donné les circonstances. Mais la vérité, c'est que je suis tombée amoureuse de vous aussi. Leurs mains se trouvèrent par-dessus la table, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Le sourire de Mathis illumina son visage d'une manière qu'Élodie n'avait jamais vue auparavant. Cependant, leur moment de bonheur fut brusquement interrompu par la sonnerie stridente du téléphone. Élodie se leva à contre-séhure pour répondre. « Allô ? Mademoiselle Deschamps ?» La voix grave de Monsieur Lefort résonna dans le combiné. « J'ai du nouveau. Et ce n'est pas bon. Vous devez quitter votre appartement immédiatement. Ils arrivent. » Le sang d'Élodie se glaça dans ses veines. Elle se tourna vers Mathis, dont le visage s'était assombri en voyant son expression. « Qui arrive, Monsieur Lefort ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. La réponse du détective allait plonger Élodie et Mathis dans un tourbillon de dangers et d'intrigues qui dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La nuit parisienne, d'ordinaire si romantique, prit soudain des allures de thriller. Élodie et Mathis, le cœur battant, rassemblèrent à la hâte quelques affaires essentielles avant de s'enfuir par l'escalier de service de l'immeuble haussmannien. « Qui nous poursuit, Élodie ?» chuchota Mathis alors qu'il se faufilait dans une ruelle sombre. « Je ne sais pas, répondit-elle, essoufflée. Monsieur Lefort n'a pas eu le temps de m'en dire plus. Il nous retrouvera au point de rendez-vous. » Ils coururent pendant ce qui sembla être des heures, se perdant dans le dédale des rues parisiennes. Finalement, ils atteignirent une petite pension de famille dans le 20e arrondissement, loin du luxe auquel Élodie était habituée. Une fois dans la chambre exiguë, Mathis s'effondra sur le lit, le visage enfoui dans ses mains. « Tout est de ma faute, murmura-t-il. J'ai mis ta vie en danger. » Élodie s'assit à côté de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Non, Mathis. Nous sommes ensemble dans cette histoire. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Lentement, comme attirés par une force invisible, leurs visages se rapprochèrent. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et passionné, libérant des mois de tension et de sentiments refoulés. Quand ils se séparèrent enfin, Mathis caressa doucement la joue d'Élodie. « Je t'aime, murmura-t-il. Même sans savoir qui je suis vraiment, je sais que je t'aime. »« Je t'aime aussi, répondit Élodie, les yeux brillants de larmes. Et nous découvrirons ensemble qui tu es. » Les jours suivants furent un mélange étrange de moments tendres et de tensions constantes. Monsieur Lefort les avait contactés pour leur dire de rester cachés pendant qu'il continuait son enquête. Confinés dans leur petite chambre, Élodie et Mathis apprirent à se connaître plus profondément. Un soir, alors qu'ils partageaient un modeste repas, Mathis posa une question qui le tourmentait depuis longtemps. « Élodie, commença-t-il doucement, et si je n'étais pas quelqu'un de bien ? Si mon passé contenait des choses terribles ?» Élodie posa sa fourchette, réfléchissant sérieusement à la question. « Mathis, regarde-moi, dit-elle finalement. Je ne connais peut-être pas l'homme que tu étais avant, mais je connais l'homme que tu es maintenant. Et cet homme est bon, gentil et courageux. Quoi que ton passé puisse révéler, ça ne changera pas qui tu es aujourd'hui. » Les yeux de Mathis s'embuèrent de larmes. Il attira Élodie dans ses bras, l'embrassant avec une passion débordante. Leur étreinte fut interrompue par des coups frénétiques à la porte. Ils se séparèrent, alarmés, échangeant un regard inquiet. « Mademoiselle Deschamps. »« Monsieur. »
Ouvrez, vite. La voix paniquée de Monsieur Lefort résonna à travers la porte. Mathis se précipita pour ouvrir, laissant entrer un détective essoufflé et visiblement secoué. « Qu'y a-t-il » demanda Élodie, alarmée. Lefort ferma la porte derrière lui, vérifiant rapidement les fenêtres. « J'ai découvert qui est réellement Mathis, dit-il, haletant. Et c'est bien pire que tout ce que nous aurions pu imaginer. » Le couple échangea un regard inquiet. « Dites-nous, exigea Mathis, sa voix tremblante trahissant sa peur. Lefort prit une profonde inspiration. « Votre vrai nom est Antoine Valois. Vous êtes, ou plutôt, vous étiez un agent secret travaillant pour la DGSE. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Mathis, ou Antoine, chancela, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. « Un agent secret » répéta Élodie, incrédule. Lefort hocha gravement la tête. « Oui, et pas n'importe lequel. Vous étiez sur la piste d'un réseau de trafic d'armes impliquant des hauts fonctionnaires français et des organisations terroristes. Mais quelque chose a mal tourné. Vous avez disparu il y a 6 mois, présumé mort. » Les souvenirs commencèrent à affluer dans l'esprit de Mathis Antoine comme un torrent déchaîné. Des visages, des noms, des lieux, tout revenait par fragments chaotiques. « Je me souviens, murmura-t-il, le visage pâle. Le bateau, il y avait une rencontre sur un yacht. J'ai été découvert. Ils m'ont poursuivi, et je... » Il s'interrompit brusquement, son visage se tordant de douleur alors qu'un souvenir particulièrement viol refaisait surface. Élodie se précipita à ses côtés, le soutenant. « Doucement, mon amour. Ne force pas. » Lefort les observait, son expression grave. « Malheureusement, ce n'est pas tout. Les gens qui vous ont traqué, ils savent que vous êtes en vie. Et ils vous cherchent. »« Qui » demanda Élodie, sa voix trahissant sa peur. « Des gens très puissants et très dangereux, répondit Lefort. Des politiciens corrompus, des trafiquants d'armes, peut-être même des agents doubles au sein de nos propres services. » Mathis se redressa, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « Nous devons les arrêter, déclara-t-il. Je ne peux pas laisser ces criminels continuer leurs activités. » Élodie le regarda, partagée entre la fierté et la terreur. « C'est trop dangereux, Mathis. Nous devrions fuir, quitter le pays. » Mathis prit son visage entre ses mains. « Élodie, je t'aime plus que tout. Mais je ne peux pas fuir cette responsabilité. Pas maintenant que je sais qui je suis et ce que je dois faire. » Leurs regards s'accrochèrent, communiquant sans mots leur amour, leur peur et leur détermination. Lefort s'éclaircit la gorge. « Si vous décidez d'agir, je peux vous aider. J'ai encore des contacts au sein de la police qui ne sont pas corrompus. » Élodie ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Quand elle les rouvrit, ils brillaient d'une résolution nouvelle. « Très bien, dit-elle. Nous allons le faire. Ensemble. » Mathis l'embrassa tendrement. « Ensemble, répéta-t-il. » Alors que la nuit tombait sur Paris, le trio commença à élaborer un plan dangereux et audacieux. Leur amour, né dans des circonstances extraordinaires, allait être mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Dans les rues en contrebas, des ombres se mouvaient, se rapprochant inexorablement de leur cachette. Le compte à rebours avait commencé, et l'issue de cette aventure allait non seulement déterminer leur avenir, mais peut-être aussi celui de la France tout entière. L'aube se levait sur Paris, baignant la ville d'une lueur blafarde qui semblait refléter la tension palpable qui régnait dans la petite chambre de pension. Élodie, Mathis, maintenant connu sous son vrai nom, Antoine, et Monsieur Lefort étaient penchés sur une table couverte de documents, de photos et de notes griffonnées à la hâte. « Récapitulons, dit Lefort, sa voix trahissant la fatigue d'une nuit blanche. Antoine, vous étiez sur la piste d'un réseau impliquant des politiciens de haut rang, des industriels et des organisations terroristes. Vous avez découvert quelque chose de si gros que ça vous a valu une tentative d'assassinat. » Antoine hocha la tête, les souvenirs affluant par vagues. « Je me souviens d'un nom. Durand. Sénateur Durand. » Élodie sursauta. « Le sénateur Durand ? Mais c'est l'un des hommes politiques les plus respectés de France. C'est aussi l'un des plus corrompus, grogna Antoine, ses poings se serrant. Il est au cœur de tout ça. Je me souviens l'avoir vu sur ce yacht, négociant avec des hommes que j'ai identifiés comme des membres d'Al-Qaïda. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. L'ampleur de la conspiration commençait à se dessiner,
et elle était terrifiante. Soudain, le téléphone de Lefort vibra. Il lut le message, son visage pâlissant. Mes contacts à la police viennent de m'informer que notre planque a été compromise. Nous devons partir. Maintenant. Dans une frénésie contrôlée, ils rassemblèrent leurs affaires, effaçant toute trace de leur présence. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la chambre, des bruits de pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Par ici, chuchota Lefort, les guidant vers une fenêtre donnant sur une ruelle étroite. Ils descendirent l'échelle de secours aussi silencieusement que possible, le cœur battant à tout rompre. À peine avaient-ils atteint le sol qu'ils entendirent la porte de leur chambre être enfoncée. « Courez !» ordonna Antoine, prenant la main d'Élodie. Ils s'enfoncèrent dans le labyrinthe des ruelles parisiennes, poursuivis par des ombres menaçantes. Après ce qui sembla être une éternité, ils trouvèrent refuge dans une église abandonnée à la périphérie de la ville. Haletant, ils s'effondrèrent sur les bancs poussiéreux. Élodie se tourna vers Antoine, ses yeux brillants de peur et d'adrénaline. « Antoine, j'ai peur. Tout ça, c'est tellement plus gros que nous. » Antoine la prit dans ses bras, caressant doucement ses cheveux. « Je sais, mon amour. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Pas maintenant que nous savons la vérité. » Lefort, qui montait la garde près d'une fenêtre, se retourna brusquement. « J'ai une idée, dit-il. Mais c'est risqué. » Il leur expliqua son plan, utiliser ses contacts dans les médias pour exposer publiquement le réseau, forçant les autorités à agir. Mais cela signifiait aussi se mettre encore plus en danger. Alors qu'ils débattaient de la meilleure marche à suivre, un bruit sourd résonna dans l'église. Ils se figèrent, retenant leur souffle. Des pas lents et mesurés s'approchaient. « Bien joué !» Antoine lança une voix grave et sarcastique. « Tu as toujours eu un don pour te cacher. » Un homme émergea de l'ombre, son visage à moitié caché par la pénombre. Antoine se leva d'un bond, se plaçant instinctivement devant Élodie. « Directeur Marchand, gronda-t-il. J'aurais dû me douter que vous étiez impliqué. » L'homme ricana. « Impliqué ? Mon cher, je suis le cerveau de toute cette opération. Tu étais mon meilleur agent, Antoine. Quel dommage que tu aies développé une conscience. » Élodie regardait l'échange, horrifiée. Le directeur Marchand était le chef de la DGSE, l'homme même qui était censé protéger la France des menaces qu'il orchestrait en secret. « Pourquoi ?» demanda Antoine, sa voix tremblante de rage contenue. « Pourquoi trahir votre pays ?» Marchand éclata d'un rire sans joie. « Le pays ? Le pays n'est qu'une illusion, Antoine. Le pouvoir, l'argent, voilà ce qui compte vraiment. Et j'ai les deux en abondance grâce à ce petit arrangement. » D'un geste fluide, il sortit un pistolet de sa veste. « Je suis désolé d'en arriver là, vraiment. Mais vous en savez trop. » Le temps sembla se figer. Antoine, dans un élan désespéré, se jeta sur Marchand au moment même où celui-ci appuyait sur la détente. Le coup de feu résonna dans l'église, assourdissant. Élodie hurla, se précipitant vers les deux hommes qui luttaient au sol. Lefort, sortant de sa stupeur, se joignit à la mêlée. Dans la confusion qui s'ensuivit, d'autres coups de feu retentirent. Des cris, des bruits de lutte, le son de verres brisés. Tout se mélangeait dans un chaos assourdissant. Quand le silence revint enfin, Élodie ouvrit les yeux, qu'elle avait fermés sans s'en rendre compte. La scène devant elle était apocalyptique. Du sang maculait le sol de l'église. Marchand gisait immobile, le pistolet de Lefort encore fumant dans sa main. Mais où était Antoine ? Antoine, appelait-elle, la panique montant dans sa voix. Antoine. Un gémissement faible attira son attention. Derrière l'autel, elle le trouva, pâle et haletant, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise. Non, 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 murmura-t-elle, pressant ses mains sur la blessure. Tiens bon, mon amour. On va te sortir de là. Antoine lui sourit faiblement, levant une main tremblante pour caresser sa joue. Élodie ? Je me souviens de tout maintenant. Tout. Ses yeux se fermèrent, et Élodie sentit son cœur se briser. Alors que les sirènes de police commençaient à retentir au loin, elle réalisa que leur combat était loin d'être terminé. La vérité avait éclaté, mais à quel prix ? Dans cette église en ruine, au cœur d'une conspiration qui ébranlait les fondements même de la nation, Élodie serra Antoine contre elle, priant pour un miracle. La vérité était enfin révélée,
mais le chemin vers la justice s'annonçait long et périlleux. Les sirènes de police se rapprochaient inexorablement de l'église abandonnée. Élodie, le cœur battant la chamade, tenait toujours Antoine dans ses bras, ses mains pressées contre sa blessure. « Reste avec moi, mon amour, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Ne m'abandonne pas maintenant. Le fort, qui montait la garde près de la porte, se tourna vers eux. Nous devons partir. La police va arriver d'une minute à l'autre. On ne peut pas le déplacer, s'écria Élodie, paniquée. À cet instant, Antoine ouvrit faiblement les yeux. Le dossier, articula-t-il avec difficulté. Dans ma poche intérieure. Élodie fouilla frénétiquement sa veste et en sortit une clé USB. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. Toutes les preuves, souffla Antoine. Nom, date, transaction. Tout est là. Lefort s'approcha rapidement, prenant la clé USB. C'est notre ticket pour exposer toute l'affaire. Mais nous devons agir vite. Soudain, des phares illuminèrent l'intérieur de l'église à travers les vitraux brisés. La police était arrivée. Par ici, chuchota Lefort, indiquant une porte dérobée derrière l'autel. Il y a un passage secret qui mène aux catacombes. C'était utilisé pendant la Résistance. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, Élodie aida Antoine à se lever. Ensemble, ils suivirent Lefort dans l'obscurité des souterrains parisiens, le bruit des policiers pénétrant dans l'église s'estompant derrière eux. Pendant ce qui sembla être des heures, ils avancèrent dans le dédale humide et sombre des catacombes. Antoine, de plus en plus faible, s'appuyait lourdement sur Élodie. « Tiens bon, murmurait-elle à chaque pas, nous y sommes presque. » Finalement, ils émergèrent dans une ruelle déserte du 14e arrondissement. L'aube pointait à l'horizon, baignant Paris d'une lueur surréelle. « J'ai un ami chirurgien qui ne pose pas de questions, dit Lefort, sortant son téléphone. Il pourra s'occuper d'Antoine. » Alors qu'il passait l'appel, Élodie s'assit sur le trottoir, tenant Antoine contre elle. Il ouvrit les yeux, son regard fiévreux mais déterminé. « Élodie, murmura-t-il, si je ne m'en sors pas. »« Ne dis pas ça, l'interrompit-elle, posant un doigt sur ses lèvres. Tu vas t'en sortir. Tu dois t'en sortir. » Il sourit faiblement. « Écoute-moi. Si je ne m'en sors pas, promets-moi que tu termineras ce que nous avons commencé. La vérité doit éclater. » Élodie sentit les larmes couler sur ses joues. « Je te le promets. Mais tu seras là pour le voir. Nous le ferons ensemble. » Une heure plus tard, ils étaient dans une clinique clandestine, Antoine sur une table d'opération improvisée. Le docteur Rousseau, un homme aux traits tirés mais aux mains sûres, travaillait en silence pour extraire la balle et réparer les dégâts. Rousseau entra dans la pièce, ôtant ses gants ensanglantés. « Comment va-t-il » demanda immédiatement Élodie, le cœur serré. Le médecin sourit faiblement. « Il est stable. La balle a manqué les organes vitaux de peu. Il aura besoin de repos, mais il s'en sortira. » Le soulagement qui envahit Élodie fut si intense qu'elle dut s'asseoir. « Puis-je le voir ?»« Dans quelques heures, répondit le docteur. Il est sous sédatif pour le moment. » Lefort posa une main réconfortante sur l'épaule d'Élodie. « Reposez-vous un peu. Je vais contacter mon ami journaliste. Demain, toute la France connaîtra la vérité. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'événements. L'article de Mediapart fit l'effet d'une bombe, déclenchant une onde de choc qui secoua toute la classe politique française. Des arrestations en masse eurent lieu, des ministres démissionnèrent, et une commission d'enquête parlementaire fut immédiatement mise en place. Antoine, en convalescence, suivait les événements depuis son lit d'hôpital, Élodie constamment à ses côtés. « C'est incroyable, murmura-t-il un soir, regardant les informations à la télévision. Nous avons réussi. » Élodie serra sa main, son cœur débordant d'amour et de fierté. « Oui, mon amour. Nous avons réussi. » Mais leur combat n'était pas terminé. Malgré les arrestations, certains membres du réseau étaient toujours en liberté, et ils n'abandonneraient pas sans se battre. Un matin, alors qu'Élodie apportait le petit déjeuner à Antoine, elle trouva la chambre vide, le lit défait. Sur l'oreiller, un mot griffonné à la hâte. « Ils m'ont retrouvé. Je dois partir pour vous protéger. Pardonne-moi. Je t'aime. » Ah. Le cœur d'Élodie se serra. Leur histoire n'était pas terminée.
Elle savait qu'elle ne s'arrêterait pas avant d'avoir retrouvé Antoine et mis fin définitivement à cette conspiration. Dehors, Paris s'éveillait, inconsciente du drame qui se jouait. Élodie regarda par la fenêtre, déterminée. La vérité avait éclaté, mais le prix à payer était encore incertain. Une chose était sûre, leur combat pour la justice ne faisait que commencer. Le cœur d'Élodie battait la chamade alors qu'elle relisait pour la énième fois le mot laissé par Antoine. Les mots « je dois partir pour vous protéger » résonnaient dans son esprit, mêlant colère et inquiétude. Elle ne pouvait pas le laisser affronter seul les derniers vestiges de cette conspiration tentaculaire. Sans perdre un instant, elle contacta le fort. « Ils ont Antoine » annonça-t-elle dès qu'il décrocha. « Nous devons le retrouver. » La voix de Lefort trahissait son inquiétude. « J'ai mes contacts qui travaillent déjà dessus. Rendez-vous dans 1 heure au café Le Procope. » Le Procope, plus vieux café de Paris, grouillait de touristes ignorant tout du drame qui se jouait à quelques mètres d'eux. Élodie, assise dans un coin discret, observait nerveusement la porte d'entrée. Lefort arriva, l'air grave. « J'ai des nouvelles, dit-il en s'asseyant. Et elles ne sont pas bonnes. » Il sortit un dossier de sa sacoche. Antoine n'a pas été enlevé. Il est parti de son plein gré pour protéger un dernier témoin clé. Un certain François Lemaire, ancien comptable du réseau. Élodie sentit un mélange de soulagement et de frustration l'envahir. Où sont-ils? Selon mes sources, ils se dirigent vers la frontière suisse. Mais ils sont poursuivis par les derniers hommes de main du réseau, menés par un certain Victor, un ancien agent du KGB reconverti en mercenaire. Élodie se leva brusquement. Que attendons-nous? Nous devons y aller. Lefort la retint doucement. Attendez. C'est trop dangereux. Nous devons prévenir les autorités. Les autorités? S'exclama Élodie. Après tout ce que nous avons découvert sur la corruption au sein du gouvernement? Non, nous devons agir nous-mêmes. Après un long moment d'hésitation, Lefort acquiesça. Très bien. J'ai un ami qui peut nous prêter une voiture. Nous partons dans 1 heure. Le voyage vers la frontière suisse fut un mélange de tension et d'angoisse. Chaque kilomètre les rapprochait d'Antoine, mais aussi du danger. Élodie restait silencieuse, les yeux rivés sur la route, se remémorant chaque instant passé avec l'homme qu'elle aimait. À quelques kilomètres de la frontière, ils repérèrent la voiture d'Antoine, abandonnée sur le bas-côté d'une route de montagne. Ils ont dû continuer à pied, murmura Lefort, examinant les traces dans la boue. Ils s'enfoncèrent dans la forêt dense, guidés par les indices laissés par Antoine et son compagnon. Le soleil commençait à décliner quand ils entendirent des voix au loin. S'approchant prudemment, ils aperçurent Antoine et un homme plus âgé, probablement Lemaire, acculés au bord d'un précipice. Face à eux, 3 hommes armés, menés par un colosse au visage balafré, Victor. « C'est fini, Valois » gronda Victor. « Donne-nous Lemaire et on te laissera peut-être vivre. » Antoine, malgré sa fatigue évidente, se tenait droit, protégeant Lemaire de son corps. « Jamais. C'est terminé, Victor. Même si vous nous tuez, la vérité est déjà connue. Vous avez perdu. » Victor ricana. « Peut-être. Mais je peux au moins avoir le plaisir de me venger. » Il leva son arme. Le temps sembla se figer. Élodie, sans réfléchir, sortit de sa cachette. « Antoine » cria-t-elle. Tout se passa alors très vite. Profitant de la distraction, Antoine se jeta sur Victor. Lefort, surgissant à son tour, maîtrisa l'un des hommes de main. Des coups de feu retentirent, se mêlant aux cris et au bruit de la lutte. Quand le silence revint, Victor et ses hommes gisaient au sol, maîtrisés. Antoine, haletant, serrait Élodie dans ses bras. « Tu es folle, murmura-t-il. Tu aurais pu te faire tuer. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je t'avais dit que nous finirions cette histoire ensemble. » Lemaire s'approcha, l'air soulagé. « Merci, dit-il simplement. Grâce à vous, je vais pouvoir témoigner et mettre fin définitivement à ce réseau. » Les jours suivants furent un tourbillon d'événements. Le témoignage de Lemaire, combiné aux preuves déjà révélées, permit l'arrestation des derniers membres du réseau. La France tout entière était en effervescence, assistant à l'un des plus grands scandales politiques de son histoire. Un mois plus tard, Élodie et Antoine se tenaient main dans la main sur la terrasse de l'appartement d'Élodie, regardant le soleil se coucher sur Paris. « Que allons-nous faire maintenant » demanda doucement Élodie.
Antoine se tourna vers elle, ses yeux brillants d'amour et de promesse. Vivre, mon amour. Simplement vivre. Il mit un genou à terre, sortant un petit écrin de sa poche. Élodie Deschamps, veux-tu m'épouser? Les larmes aux yeux, Élodie hocha la tête. Oui, 1000 fois oui. Alors qu'ils s'embrassaient, le soleil disparaissait à l'horizon, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Leur histoire, née dans le chaos et le danger, avait survécu aux pires tempêtes. Maintenant, c'était à eux d'écrire la suite, une page à la fois, dans la paix qu'ils avaient si chèrement gagnée. Dans les rues en contrebas, Paris continuait sa vie, ignorante du drame qui s'était joué en son sein. Mais grâce au courage d'Élodie, d'Antoine et de leurs alliés, la ville, et le pays tout entier, pouvaient maintenant regarder vers l'avenir avec un espoir renouvelé. La vérité avait triomphé, et l'amour avec elle. Et c'était là, peut-être, la plus grande victoire de toutes.